Rappeler quelques notations avant de reprendre le cours. Donc l'équation m de z, en espérant que mes notations ne varient pas trop d'un cours à l'autre, plus dij de ijm. Bon, alors je ne répète pas sur les hypothèses sur les coefficients, qu'ils sont tous bornés, réguliers, etc. Je rappelle quand même que les AIJ, BI, gamma IJ, H, alors je vais mettre, sont des fonctions de x, puisqu'on a une mesure aléatoire, donc dont la variable est x, de yt, que je vais écrire dans un instant, et puis d'un contrôle alpha t, qui est adapté à l'attribut engendré par les browniens, qui sont des browniens indépendants. Et h, H c'est pareil, je ne sais pas pourquoi j'ai... Bien. Oui, alors ensuite dyt égale mu de yt de alpha t, et c'est a priori le même brownien. Bon, donc si ça c'est la jm coordonnée, ça sera un mu ij dbj. Ok. Voilà, bon, j'ai créé une fois les indices, de temps en temps j'ai les rappels, mais autrement je ne m'en servirai plus. Donc on va se rapprocher aujourd'hui des fonctions coûts et des fonctions valeurs, après avoir fait toujours quelques remarques sur les questions de stabilité et d'unicité, pour finir cette partie-là. Alors donc, fonction coût, typiquement... Donc j'aurais pu mettre des dépendances en t de tous les paramètres, auquel cas il faudrait faire un peu plus attention dans les définitions, dire partir de petit t, aller jusqu'à grand t, bon peu importe, là je prends quelque chose qui est homogène en temps. Un problème qui est globalement homogène en temps, même s'il y a des dépendances temporelles partout. Et je crois ne rien avoir oublié. Donc ça, c'est ceci, et c'est cet objet que je vais noter J, qui dépend de la position initiale, puisque le problème est bien posé, de Y, de la condition initiale en M de l'horizon du problème, à savoir ici petit t, et puis finalement, et ce sera ma dernière notation, et on attaque. J'ai oublié évidemment une dépendance, qui est la dépendance en contrôle. Le processus de contrôle, bien sûr. Ok, bon, notation, on s'en débarrasse. Alors, quelques remarques sur le cours précédent. Donc, on a vu des résultats d'unicité, des bons résultats d'unicité et de stabilité dans L1. Avec, pour contourner la difficulté spécifique à L1 et de la valeur absolue d'une mesure, ou d'une fonction dans L2, puisqu'on plonge ça, ou dans L1, puisqu'on plonge ça dans L1, avec cette idée de jouer sur la régularisation, on peut laisser aller le paramètre de régularisation. Cette technique, je ne sais pas la faire marcher, j'ai des doutes. Je ne sais pas la faire marcher dans W-1, dont la norme est équivalente à la distance de Wasserstein 1. Donc ça, c'est une question intéressante. Je ne sais pas le faire.
vous avez bien vu que quand on fait la démonstration dans H-1 par rapport à la démonstration dans L2, il y a des opérateurs comme les moins laplaciens moins 1 qui apparaissent. Hein, on prend moins laplacien moins 1 de M ou de l'équation, etc. Et le problème, c'est que moins laplacien moins 1 et L1, ça ne marche pas. Fondamentalement, ça ne marche pas. On perd de l'information. Si vous résolvez une équation de moins laplacien U égale à F, que F est dans L1, ben, ça n'entraîne pas que la dérivée seconde est dans L1, etc., etc., etc. Donc ces opérateurs, moins laplacien et demi, n'opèrent pas dans L1. Enfin bon, bref, il y a un problème avec L1. Sauf en dimension 1. Dimension 1, c'est OK. Donc ça, je ne l'ai pas dit la semaine dernière. Je vous avais dit, bon, que c'était un peu compliqué, et effectivement, c'est compliqué. Parce que non seulement il y a cette difficulté avec le fait que des opérateurs style moins laplacien moins 1, parce que dans le W-1, il y a le fait de prendre une dérivée, donc quand vous voulez remonter une fonction de W-1 dans L1, ben vous aimeriez prendre quelque chose qui ressemble à un moins laplacien moins 1,5, hein, remonter d'une dérivée, et ça, ou n'importe quel opérateur régularisant, et ça n'opère pas dans L1. Ce ne sont pas des opérateurs bordés dans L1. En dimension 1, ben c'est un peu différent, parce que vous pouvez prendre, si M était une mesure, eh bien vous prenez la fonction de fonction, comment on dit, la fonction de distribution, je ne sais même plus comment on appelle cette fonction cumulative, parce qu'en anglais c'est cumulative distribution function, je ne sais même plus comment on dit en français. Bon, fonction de répartition, voilà, c'est ça. Donc effectivement, si vous passez à ceci, vous pouvez ensuite travailler pour F dans L1. Alors, je l'écris une fois par curiosité, parce qu'à dimension 1, c'est quand même pas le cas le plus intéressant. Dimension 1, je vous le rappelle, c'est la dimension des x, c'est-à-dire la dimension de la partie non observée du processus d'état. Bon, donc dimension 1, c'est quand même très restrictif, et vous avez une équation qui va ressembler à quelque chose comme ceci. Donc ça va. Là, on va avoir un gamma IJ. Enfin, donc je vais l'appeler gamma si on est en dimension 1. On peut avoir plusieurs browniens en dimension 1, mais ce n'est pas très important. Et j'ai oublié de dire que si je mets des I, il faut que j'en mette un aussi à HI. H. Donc, gamma. Alors. C'est idiot, je suis en dimension 1, je ne sais pas pourquoi je me trimballe tous ces indices, pardonnez-moi. Alors HM, qu'est-ce qu'on peut dire? Ben, celui-là, il faut faire une intégration par partie, hein, donc HFX. Vous allez dire que ça vous fait un HF, c'est-à-dire le même opérateur, et vous allez avoir un autre terme qui va être l'intégrale de moins l'infini à x. Bon, après, il faut HXF. Et ça, vous pouvez le résoudre dans L1. Donc ça, c'est bien posé dans L1. Donc, qu'est-ce que ça veut dire? C'est dans L1, oui, à la fois en x et en oméga. Hein. Et donc, avec la technique, justement, que l'on avait regardé la semaine dernière, avec un bêta epsilon de f, on fait tous les calculs, et puis ça, vous voyez que c'est un opérateur qui est gentil dans L1, puisqu'on prend une intégrale d'une fonction. Donc, il n'y a pas de problème. Donc, on peut le faire en dimension 1, en dimension supérieure, là, on a une reconstruction qui opère parfaitement hein,
Si f est dans L1, ça c'est dans W-1, mais dès qu'il y a plus d'une direction, ben, on n'a pas de reconstruction qui marche bien dans L1. Sinon, ça se saurait, parce que c'est un problème que l'on rencontre dans de multiples questions de DP. Alors, ce n'est pas probant, hein, parce que ça ne veut pas forcément dire qu'on ne peut pas le faire dans W-1, mais ce n'est pas très bien parti. Bon, je ne sais pas pourquoi j'ai mis un 1, parce qu'en tout cas, je n'ai pas d'autres remarques qui me viennent en tête. Alors, même dans L2, lorsqu'on travaille dans L2, rappelez-vous, on a dit, bah, évidemment, cette équation est découplée du reste, hein, l'équation en Y est découplée du reste, les coefficients sont réguliers, depuis Ito, on sait exactement qu'on a un flot bilipsicien, on a un flot ellipsicien, bon, enfin, Ito ne parlait pas vraiment de flot, mais on a une solution qui dépend de manière Lipschitz de sa condition initiale, en un sens probabiliste bien précis. Ok, ça c'est parfaitement maîtrisé. Mais ensuite, on avait dit, bah, si le Y est unique, on regarde le Y, on le gèle dans cette équation, et on regarde maintenant l'unicité ainsi que la stabilité dans L1, dans H-1, etc. Donc ce que l'on sait, c'est qu'à Y fixé, au processus YT fixé, ce que l'on a, c'est des bonnes estimations sur M. C'est une équation linéaire, donc ce n'est pas la peine d'en prendre deux. Hein. La stabilité, c'est juste d'avoir une borne dans L2. Donc, à Y fixé, bon, ce n'est pas vraiment une remarque, c'est un rappel. À YT alpha T fixé, on a des bornes sur M en fonction des conditions initiales. C'est-à-dire cet opérateur linéaire qui va de L2 ou de H-1 ou de LP ou de ou de HSP, etc., qui va donc d'un tel espace dans, par exemple, L2. Donc, si je prends L2 en X, ça va en particulier dans L2 T oméga à valeur, c'est ce qu'on a démontré déjà, H1X, cet opérateur est borné, inter CT de L2 oméga X. Je mets comme ça en indice pour savoir par rapport à quelles variables, quelles sont les variables par rapport auxquelles on intègre. Et j'en donne un deuxième, et je mets 3 petits points parce que ce que je vais vous raconter, évidemment, c'est valable dans toutes les chaînes d'espace. Attention, je mets des -1, donc toutes les chaînes d'espace, mais avec des LP où P est strictement plus grand que 1 et strictement plus petit que l'infini, hein, toujours pareil. On est en train d'utiliser des régularisés qui sont basés fondamentalement sur les Laplaciens, hein, et donc il y a des problèmes avec P égale 1 et P égale infini. Quoi qu'il en soit, on va avoir, donc là ça remonte d'un cran, ça devient un L2 T oméga X et un CT de H-1 de X. Oui, correct. Alors, l'oméga a disparu. Bon, mais quelque part, ces bornes, ces estimations de stabilité sont décomposées en deux. Hein, on a fixé Y, on a obtenu des bornes sur M, et puis pour Y, on sait ce qu'il faut. Quid? Donc la question par laquelle je vais finir cette section sur la stabilité, c'est de dire qu'est-ce qui se passe maintenant si je veux regarder la stabilité de la solution, stabilité, par rapport au couple YM.
Alors, les estimations qui, à la fin, finissent par une bonne inégalité de type Gromval, ces estimations-là s'effondrent. Hein, à cause de la partie stochastique. Hein, on a vu qu'il y avait trop de... enfin, parce qu'on fait varier, faire varier Y, ça fait varier les coefficients de la partie parabolique de l'équation. Et évidemment, j'ai oublié un dt ici. Pardonnez-moi. Je vais le mettre là. Voilà. Pardon? Il y a le égal, c'est ça? Merci. Donc, stabilité par rapport à Y et M. Oui. Donc, il y a une difficulté. Alors, cette difficulté, il va falloir la gérer. Alors, vous savez que vérifier des estimations de stabilité, etc., on peut le voir avec des suites. Alors, je vais oublier un tout petit peu la linéarité, mais parce que je ne veux pas trop insister là-dessus, et je vais prendre une suite Mn qui est bornée dans L2. Et juste bornée dans L2. Donc je peux sans... Ça sont mes conditions initiales, hein, c'est en t égale à 0. Donc je peux évidemment supposer que Mn converge faiblement dans L2 vers M. Je prends un Yn, toujours en t égale à 0, qui converge vers Y. Hein, je suis vraiment en train de regarder la stabilité du couple, et je veux savoir si Mn, Yn converge vers la solution My, qui est unique, puisque M est évidemment dans L2. Bon, donc on a un unique couple My associé à ces conditions initiales. Et la question est de savoir qu'est-ce que l'on peut dire sur la partie Mn. Parce que là, on aura regardé une sorte de stabilité couplée de la solution Mn, Yn. Alors, si on regarde les choses de loin, on se dit, bah oui. Donc, quelqu'un qui fait des EDP dit, bah, il n'y a pas de problème. Cette équation-là, on peut passer à la limite faiblement. Hein, on a des bornes que je viens de rappeler. Donc, on a ces bornes-là. Mn est borné là-dedans. Donc, on a une sous-suite qui converge faiblement dans L2, il y a même un peu de H1, etc. Et donc, je passe à la limite dans ces équations linéaires. Oui, mais quand on dit faiblement dans L2, c'est faiblement dans L2 par rapport à toutes les variables. Au sens des distributions, on passe facilement en X. Quid de la partie stochastique? Convergence faible dans L2 de oméga, c'est pas très agréable à manipuler. Bon, alors c'est pour ça que les équations des règles partielles stochastiques, la partie existence est un peu plus compliquée que pour des équations des règles partielles normales. Alors donc il va falloir contourner l'obstacle. Et le plus simple, donc je vais complètement oublier les questions à l'infini, hein, donc l'injection pour moi de L2 dans H-1 sera compacte, etc. Hein. Bah, ce que l'on va dire, c'est que Mn converge, elle est toujours initialement dans H-1. Donc Mn, vu comme fonction, ça c'est en t égale à 0. Donc, les estimations de stabilité dont on a déjà parlé disent que Mn, Yn convergent vers My. Unique solution. Dans H-1. Et la convergence est dans cet espace-là. Je vais l'entourer avec une couleur différente.
OK? Ça, c'est parce qu'on a travaillé dans H-1. Et vous voyez que là, du coup, en passant dans H-1, on récupère de la compacité par rapport à oméga. Hein? On a une convergence forte dans L2 en oméga. Et donc là, maintenant, les problèmes disparaissent. Si on veut parler de convergence faible, bon, ben on est obligé de faire un petit travail d'analyse fonctionnelle qui est de maîtriser la topologie faible dans L2. Alors, maîtriser au sens mettre une métrique sur la topologie. Alors, c'est un peu compliqué parce que les métriques correspondent bien à la convergence faible sur les bornés. Il y a un petit point technique et qu'on peut dire oui, mais j'ai des bornes, mais j'ai des bornes en espérance. Donc ça ne veut pas dire que presque sûrement j'ai des bornes dans L2. Donc je ne peux pas dire que je sois dans une boule de L2 presque sûrement. C'est un peu plus compliqué. Alors je le sais par rapport à la convergence L2, mais il y a le temps. Donc, enfin bon, je vous passe le déluge de petits points techniques pour qu'on aille à l'essentiel. Le plus simple, c'est d'oublier l'histoire des boules et de dire qu'en particulier, parce que ça suffira pour les fonctions valeurs, comment, je vous rappelle rapidement comment on fait une métrique faible. Vous prenez une base orthonormée phi k de L2 de x. À nouveau, je pensez l'oscillateur harmonique par exemple. Si vous êtes dans l'espace tout entier, sinon il n'y a pas de souci. Et typiquement, vous introduisez pour un f dans L2, vous introduisez ceci, qui est une semi-norme, enfin qui est même une norme sur L2. Ça, c'est une norme au carré, bien entendu. OK. Et je rajoute l'information que Mn est borné, c'est ce que l'on a, dans L infini, en temps, même dans CT, c'est-à-dire pour la norme uniforme, surtout compacte, de L2 oméga x. Bien. Et donc, ce que vous en déduisez facilement de la convergence dans H-1, c'est quoi? Bien, ce que je prétends, je mets un point d'interrogation devant, c'est que vous savez que l'espérance de la somme sur k, de 1 sur 2 puissance k, de l'intégrale de Mn moins m phi au carré, bien que ceci tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Alors ça, pourquoi c'est vrai? Pour chaque cas, ceci tend vers 0, puisque Mn converge dans H-1, L2 de oméga de H-1. Donc, les phi k, c'est une base orthonormée, mais je rajoute que je veux que les phi k soient dans H1, soit des fonctions régulières. En fait, j'aurai besoin plus tard qu'elles soient C infini. À nouveau, pensez l'oscillateur harmonique. Si on est dans une boîte fermée, c'est les fonctions propres du Laplacien, vous en avez, elles sont aussi régulières que vous voulez. Donc ceci tend vers 0. L'espérance, ceci tend vers 0. Il y a un phi k qui monte. Pardon. Pour chaque cas, et en même temps, cet élément, l'intégrale de Mn moins m phi k, et je devrais mettre l'espérance ici pour que l'on voit mieux les choses. Évidemment, l'espérance et la série commute.
Donc l'espérance de l'intégrale de mn-m phi k carré, bah, l'intégrale de phi k carré, ça vaut 1, donc ceci, ça se majore par l'espérance de l'intégrale de mn-m carré, qui est majorée par une constante, c'est la borne L2. Et donc, vous avez une série qui est dominée, c'est maintenant le beg, hein, donc chacun des termes de la série tend vers 0, chacun des termes étant majoré par c sur d puissance 2k, c sur puissance 2k, c'est c divisé par 2 puissance k, et est une série convergente, donc la série converge. Bon, donc vous voyez, je me sers de la convergence dans H-1, je me sers de la borne L2, normalement, ça donne la convergence faible, hein, mais il y a l'espérance. Et donc, comme ça, en maîtrisant, en mettant une métrique comme ceci sur la convergence faible, dont je rappelle que c'est une métrique qui est équivalente à la convergence faible si la suite de fonctions que l'on prend est bornée dans L2. C'est le cas ici, mais on a la partie presque sûre qu'il faut gérer. Donc plutôt que de parler de convergence faible et de me lancer dans un délire abstrait, je préfère le rendre concret, avoir une distance comme ceci. Alors ça va nous suffire parce que ce que ça va nous dire, donc, pardonnez-moi, donc la moralité, c'est qu'on a démontré effectivement que les Mn, Yn converger vers la solution qu'il faut, converger en descendant à l'étage en dessous, c'est-à-dire dans H-1, converger en ce sens-là, et qu'à l'étage au-dessus, on a une borne dans L2, on a aussi une borne, donc là maintenant dans L2 T oméga de H1, ça sont les bornes, c'est juste la première, ce sont les estimations que l'on a dit, hein, continuité, stabilité, lipschitzianité, c'est équivalent à la bornitude d'un opérateur linéaire. Donc on a les bornes auxquelles on s'attend, on a la convergence à l'étage en dessous qui entraîne la convergence faible. Qui entraîne la convergence faible, et on va le voir. Parce que comme j'ai dit que c'était équivalent uniquement sur les bornes, quid de la convergence faible? Vous allez voir comment on gère l'espérance. La convergence faible est OK. Et ça, c'est important. C'est important parce que regardez dans la fonction Q de quoi on a besoin. C'est M que l'on intègre contre quelque chose qui est régulier en X. Donc c'est la convergence faible, c'est une forme linéaire. Donc en fait, la convergence faible que l'on a, ben, ça va bien marcher parce que les coûts ici sont linéaires par rapport à M. Et je ne devrais vraiment pas écrire D, parce que D c'est vraiment pour des mesures. Et là on est dans L2, donc c'est juste une intégrale en X. Pardonnez-moi pour le D, l'habitude. Donc, la convergence faible, si on veut comprendre la stabilité, la continuité de trucs comme ça va nous suffire. Si on voulait regarder des problèmes plus généraux que des problèmes qui viennent de contrôle avec information partielle, ça veut donc dire qu'on serait amené à regarder des fonctionnels, hein, une fonction Q comme ceci dans un problème de contrôle. C'est une fonction Q cumulée qui, grosso modo, hein, c'est un truc comme ça, avec un f un f de ys, alpha s et de ms. Je devrais écrire les choses dans le même ordre. Où f maintenant est une fonction, typiquement une fonction qui est de rk. Si on travaille dans L2, c'est croix L2, et j'oublie les alphas, ça on s'en fout, croix A, l'espace des valeurs du contrôle. Et donc là, qu'est-ce que je suis en train de dire? C'est que cette fonction, ce que je veux, c'est qu'elle soit continue pour la topologie faible. Alors bien entendu, si vous mettez continue pour dans H-1, vous avez, mais fondamentalement, le mieux que je puisse, l'hypothèse la plus générale que je puisse faire, vu le type de stabilité que l'on a,
c'est de la continuité par rapport à la convergence faible. Bon, moi, je vais rester avec des formes linéaires qui sont évidemment continues pour la convergence faible, étant entendu que les fonctions qui sont là, elles sont même mieux que en x, elles sont même mieux que h1, elles sont régulières. Alors, la convergence faible est OK, et donc pour se faire à nouveau un tout petit peu d'analyse fonctionnelle, pour gérer la dépendance en oméga. Donc, Mn moins M, je l'appelle Fn. Hein. En fait, j'aurais pu prendre M égale à 0 et Mn par linéarité, mais bon. Je ne voudrais pas que ça induise ça. Donc, le Fn il tend vers 0 en ce sens-là, donc il a ses bornes et il converge en le sens qui est là, et puis on a la convergence faible plus convergence de la métrique faible. En fait, c'est une métrique. Donc, le guillemet, c'est l'équivalence entre cette métrique et la convergence faible. Qui correspond au fait que cette métrique faible ne contrôle pas la taille, alors qu'une suite faiblement convergente est automatiquement bornée dans L2. Mais les bornes, on les a par ailleurs, donc c'est pratiquement équivalent, à part qu'en plus, il y a le presque sûr, qui fait que ça complique un peu toutes les choses, et on ne va pas passer 10 heures à faire de l'analyse fonctionnelle adaptée au presque sûr. Donc, ce que je voulais dire, c'est que maintenant, je prends une fonction g qui est dans L2, et je suis simplement en train de dire que l'intégrale de fng, en espérance, je peux même mettre un carré si j'en ai envie, ça tend vers 0. Le fait que ça tombe vers 0, c'est la convergence faible, et ça se passe bien par rapport à oméga. Bon. Alors, c'est pas entièrement clair. Donc, il y a plusieurs solutions possibles, il y a plusieurs démonstrations possibles. Une démonstration, ça consiste à dire G, c'est une somme de GK phi K. Je décompose dans la base orthonormée la fonction test, G. Oui, j'ai vu. Est-ce que ça marche, là? Bon, déjà, j'ai rien cassé et je l'ai remis au même endroit. Bon, allez. Soit vous faites ça et donc la somme des GK carrés, c'est la norme L2 de G. Donc décomposition suivant la base. Et grosso modo, vous découpez en deux. Vous commencez par dire que la partie Fn multipliée par la partie somme de grand K à plus l'infini de GK phi K, donc vous prenez la queue de cette série, ça vous le majorez par Cauchy-Schwarz, vous le majorez par l'espérance de l'intégrale de Fn carré, le tout en demi. Le reste, il n'y a pas d'espérance, et vous avez la somme de K à plus l'infini de GK carré, qui est inférieure à une constante, qui tend vers 0, donc K tend vers l'infini. Puisque la somme des GK à cette série est convergente, et que ça, c'est majoré par une constante, puisque l'on sait que Mn-M a cette borne-là. C'est la borne dans L2. OK, donc vous vous débarrassez des termes grands, et quand vous avez un nombre fini de termes,
les poids en 2 puissance k, ils sont tous bornés, et donc ça ne change absolument rien pour la convergence. Bon, je ferai une autre démonstration où on oublie complètement les métriques, hein, ce qui n'est pas forcément plus mal, parce que ça, je ne veux pas l'effacer tout de suite, pardonnez-moi. Donc, qu'est-ce qu'il me reste? Bien, il me reste à comprendre l'intégrale de Fn, la somme des l'intégrale de Fn phi k, la somme des, enfin multipliée par Gk. Et on est presque revenu aux informations précédentes. Maintenant, on a un nombre fini de G, tous les Gk sont bornés, et on est presque revenu aux informations précédentes, à part que vous avez le 1 sur 2 puissance k qui flotte, mais c'est-à-dire qu'à un moment donné, il faut multiplier par 2 puissance k, mais les k sont maintenant majorés. Ça, c'est facile de voir que ça se contrôle par un ck fois un epsilon n qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Vous avez énormément de marge dans tous les sens. Une démonstration plus transparente où on oublie maintenant complètement les métriques. Donc, vous décomposez en 2 parties. Les grands modes dans cette décomposition de G qui comptent pour du beurre parce que G est fixé. Donc on sait que si on fait un filtre passe-bas, le reste est petit en L2. Et quand on a un nombre fini de modes, là, il n'y a plus rien à faire puisqu'on est en train d'extraire de la série de la métrique faible, on est en train d'extraire simplement un nombre fini de termes. Bon, donc là, toutes les normes sont équivalentes et on s'en tire. Donc, la moralité, c'est qu'est-ce que vous avez? Vous avez qu'à la fin, ceci, vous pouvez le majorer en 2 termes, en un epsilon de k qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini, une constante de k qui dépend de k, fois un epsilon n qui tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Et ça suffit à démontrer que ceci tend vers 0 quand n tend vers l'infini. Voilà, bon, ça c'est une démonstration. Si ces histoires de convergence faible vous ennuient, on prend simplement h-1 et vous allez dire que G est la limite que vous pouvez trouver Gm dans H1, telle que Gm tende dans L2 vers G. Quel que soit m, l'espérance de l'intégrale de Fn Gm au carré tend vers 0 précisément parce que Gm est dans H1. Et uniformément en n, donc ça c'est le premier point, et le deuxième point c'est uniformément en m, l'espérance de l'intégrale de Fn de G moins Gm au carré. Par quoi on le majore? Vous voyez, un Cauchy-Schwarz brutal. Les Fn sont bornés dans L2, donc vous majorez par une constante, et ce qui vous reste, c'est l'intégrale de G moins Gm au carré. Parce que l'espérance de l'intégrale de Fn carré est majorée. Et donc, à nouveau, vous voyez que uniformément en n, vous pouvez dire que ce truc-là est petit, puisque Gm converge dans L2 vers G, et que à m fixé, vous avez la convergence vers 0. Ça prouve bien cette convergence, et donc on voit que l'on va pouvoir passer à la limite dans les divers termes de coût. Bon, alors de façon à ne pas obscurcir toutes les démonstrations, je suis allé vite sur les dépendances en T.
Alors celle-là ne pose pas de problème, on est vraiment dans un registre d'EDP. Ce sur quoi je voulais insister, c'est le fait que, du fait qu'on a une équation dérivée partielle stochastique, les convergences au sens de distribution, les convergences faibles, ça ne marche pas, à cause de la partie stochastique. Et ça, c'est un phénomène bien connu, c'est pour ça que les démonstrations pour les EDP stochastiques ont eu un peu de mal à décoller. Parce que les techniques d'EDP qui reposent souvent sur de la convergence faible, sur la compacité faible, etc., elles ne marchent pas très bien. Surtout lorsqu'on veut faire une résolution trajectorielle. Hein. Là, j'ai fixé les trajectoires du brownien. Je ne suis pas en train de faire des constructions en loi. Alors, les constructions en loi, il y a des techniques, et ce sont des techniques qui remplacent la compacité faible pour les solutions par la compacité des lois. Hein, parce que avoir la compacité sur des lois de processus, on se dit que la partie stochastique, c'est des mesures de proba, donc ça devrait aller, à part que c'est quand même des processus à valeur dans des espaces fonctionnels, et qu'il va donc falloir quand même maîtriser avoir des estimations a priori sur... Alors, ça c'est les méthodes de compacité, et Étienne Pardoux a été le premier il y a... Je ne sais même plus quand c'était, je pense que c'était dans sa thèse d'État, et que c'était... Ouais, fin des années 70, début des années 80, non? Tu sais ça, toi, la thèse d'Étienne, non? Voilà, donc évidemment c'est assez connu, mais il y a eu quelques variantes, mais si vous voulez, il y a tout un tas de techniques d'équations dérivées partielles qui ne passent pas pour les équations dérivées partielles stochastiques parce qu'on n'a plus les distributions. Voilà, le truc c'est, on a les distributions en X, mais on n'a pas de distribution en X oméga vraiment. Ok, donc là je voulais insister sur ce point parce que on va retrouver cette difficulté beaucoup plus tard lorsqu'on va démontrer des unicités pour les équations de HJB là-dessus. Et que l'on voit que le fait qu'on ait maintenant un système couplé par rapport aux Akai habituels, par rapport à ce que j'avais fait il y a longtemps, ou ce qu'ont fait d'autres par la suite, le fait qu'on ait pris vraiment un modèle général et que ça conduise à une équation couplée fait qu'on a à gérer une EDPS et une EDS, EDS en Y qui ne présente aucun problème, mais qui rentre comme coefficient dans le DPS, et ça induit des difficultés que l'on est en train de voir là, sur l'absence d'estimée de stabilité globale et sur le fait qu'il faut contourner, pour avoir contourner l'obstacle de la dépendance, pardonnez-moi, en oméga, pour obtenir une stabilité et, dans pas longtemps, de la continuité. Alors, vous observerez que toutes ces démonstrations, donc remarque, oui, je suis allé trop vite. Alors, la remarque que je voulais faire, c'est que toutes les estimations, si on reprend cette démonstration, j'ai oublié de démontrer un truc là, mais je vais y venir. Toutes les estimations sont uniformes en alpha. Parce que toutes les bornes sont uniformes en alpha, et que finalement, ces histoires de convergence faible, c'est une question de borne. Hein? C'est une borne dans H-1. Donc tout ceci, c'est uniforme en alpha. Ce qui permettra de passer à la limite non seulement dans un J, mais dans l'infimum. Oui, alors j'ai triché là, parce que, emporté par mon élan,
J'ai dit, oui, on a l'estimation de stabilité là, donc on sait que ça converge dans H-1. Non, on ne le sait pas. Parce que ce que l'on sait, c'est que ça converge dans H-1 lorsque Y est fixé, pas lorsqu'il y a YN. Hein, puisqu'on a toujours raisonné à Y fixé. Donc je mets un point d'interrogation. J'ai failli louper un des points essentiels de cette démonstration. Donc on voit que le fait d'avoir un système général, ça introduit par rapport à l'analyse habituelle des équations de Sakai beaucoup de difficultés, pas extrêmes, mais de difficultés à surmonter. Et surtout qu'on a des choses qui dépendent de deux variables et que ces deux variables ne sont pas sur le même plan. Et donc on va être obligé en permanence de les séparer, d'en gérer une puis l'autre. Donc cela va induire des difficultés qui ne sont pas totalement négligeables. Et ça va être de pire en pire pour culminer sur les questions d'unicité. Mais si on a bien compris ça, ça nous aidera par la suite de façon à réduire la complexité. Alors, donc, ce que je disais, c'est le problème, c'est le MNYN. Donc, si Y était fixé, je saurais que le Mn converge comme ceci. Mais j'ai du YN, et donc, qu'est-ce que je dois faire? Je reprends la démonstration dans H-1. Vous me pardonnerez, mais je ne vais pas écrire tous les termes. Parce qu'en début de cours, la semaine dernière, je vous ai indiqué quel était le terme méchant. Donc il y a tous les termes habituels que je ne rappelle pas. Et puis le pire terme est inférieur. Donc je mettrai un 3 petits points parce que les autres termes sont gentils. Mais le terme, typiquement le terme délicat, c'est quoi? Alors, il y a une espérance, il y a une intégrale. Et typiquement, vous avez multiplié la différence des équations par moins Laplacien moins 1 de Mn moins M, multiplié par ce que vous rencontrez dans le terme d'ordre 2, c'est-à-dire un DIJ. Je l'ai mis au second membre, je mets une valeur absolue, donc ne vous faites pas de soucis sur les signes. Et c'est la différence des coefficients. C'est ça qui est difficile, parce que si c'était toujours les mêmes coefficients, il n'y aurait plus rien à dire. Et donc, vous pouvez mettre M ou Mn, peu importe. Ça, c'est complètement équivalent, ou M plus Mn sur 2, c'est pareil. Avec une notation évidente que AIJN, c'est un AIJ de X, YN, alpha T. Alors, celui-là, on sait qu'il converge vers AIJ. Et bien, hein, parce qu'on maîtrise bien la convergence de YN vers Y. Donc c'est uniformément en X, presque partout en oméga. En fait, c'est presque partout en oméga uniformément en X. Et le tout est borné. Pourquoi? Parce que YNT, on a les estimations de stabilité de YNT vers Y. Donc, alors je pourrais dire quel que soit T, mais bon, je vais passer je passe sur les intégrales en T. Donc presque partout en oméga, c'est une petite simplification, et uniformément en X, puisque ce sont des objets réguliers. Et c'est bien dans ce sens-là.
On peut simplement, vous prenez la différence, vous prenez le sup en x, vous avez ça se majeure par c fois ynt moins yt, et l'espérance de la valeur absolue de ynt moins yt converge vers 0. Donc ça, c'est la convergence en espérance. Le presque partout, il faut un peu plus travailler. Mettez en proba à la place de presque partout et vous n'avez rien à faire. Donc ça, on le sait. Mais si on pense que dans H-1, on est coincé. C'est ce que je vous ai expliqué la semaine dernière. Parce qu'on n'a pas assez d'informations. En revanche, n'oublions pas qu'on travaille à cheval sur les deux lignes. C'est-à-dire qu'on a des trucs qui sont bornés sur la première ligne et qui convergent pour la seconde ligne. Donc attention, on n'est pas que dans H-1, on a aussi les bornes L2 de Mn-M. Et c'est ça qui va nous sauver maintenant pour dire que ceci tend vers 0. Voilà, je pense que maintenant je peux effacer ça, puisqu'on aura vraiment fini la démonstration. Et je vais récapituler tout ça avec... si le premier théorème, c'était un théorème de stabilité, un Y fixé, ce sera le deuxième théorème sur la stabilité, on aura fini. Donc, je pense que la semaine dernière, j'avais dit on va étudier la continuité. Oui, on va le faire aujourd'hui, mais en y réfléchissant, je préfère même séparer les questions de stabilité. La continuité, du coup, deviendra facile après. Alors, donc ça, c'est fait. Qu'est-ce que j'étais en train de dire? Oui, alors, on regarde cela. Bon, il y a 36 manières de faire les choses, mais on peut dire que le moins Laplacien moins 1, je le fais taper sur le DIJ. Donc, ça me fait une intégrale de Mn-M de moins Laplacien moins 1 de DIJ, ou de DIJ moins Laplacien moins 1, évidemment, des opérateurs et coefficients constants comme ceci commutent. Bon, alors ça, c'est un nom, hein, mais ce sont les transformés de Riesz, mais peu importe. Et ce que l'on sait, c'est que c'est un opérateur qui est borné dans L2. Alors, pourquoi il est borné dans L2? Ben, c'est le résultat de régularité maximale du Laplacien. Si je résous mon Laplacien U égale G, et que G est dans L2, je sais que U est dans H2. Donc, moins Laplacien moins 1 de G, c'est dans H2, les dérivations dans H2, c'est dans L2. Donc ça, c'est un opérateur borné dans L2, qui agit sur un AIJN moins AIJ, fois M. Et je rappelle maintenant que les Mn et M sont bornés dans L2 en oméga x. Et donc, je peux majorer brutalement par une constante fois l'espérance de l'intégrale de AIJN moins AIJ par Cauchy-Schwarz. Ah, flûte. Je peux mettre un carré ici. M2. OK. Donc là, vous voyez, je suis remonté d'un cran pour me servir des bornes. Et pour arriver à quelque chose sur lequel je peux maintenant utiliser la continuité de AIJ, et donc si les YN convergent vers Y. Bon, alors après ça, vu les convergences que l'on a là, c'est maintenant un exercice d'analyse, hein, puisque ça, il faudrait vraiment dire en un sens presque sûr ou presque partout. Ça converge... Ça, c'est vraiment en proba. Hein. Ça converge presque partout vers 0. Okay, c'est ce qu'on a dit. Et le presque partout, c'est un presque partout en x et oméga. Hein.
OK? Et les ANIJ et AIJ sont bornés, et c'est majoré par C fois M carré, qui est bien intégrable au sens X oméga. Donc par le beg, je sais que ceci tend vers 0. Et donc vous voyez que là, ce qui est très important, je m'en suis déjà servi, mais je réinsiste, c'est qu'on sait que les Mn, et donc le M, ils sont dans L2. Alors qu'a priori, je suis en train de regarder une convergence dans H, je suis en train de tester la stabilité dans H-1. Donc là, je me sers des deux étages de régularité. Un étage pour avoir des bornes, et un deuxième étage pour avoir des estimations. Et j'ai insisté sur le côté séquentiel par opposition à un côté, une estimation avec un module. Bon, c'est la même chose. Hein. Ce sont les vieux trucs de topologie générale, hein, entre convergence uniforme et convergence dite continue. Mais je pense que d'abord, c'est un peu plus clair à exposer et que l'on est vraiment en train de tester la stabilité en prenant une suite. Bon, voilà. Quoi qu'il en soit, on a fait le boulot, hein, qui est de bien comprendre... Ah oui, j'avais dit que j'énoncerais un théorème pour conclure. Donc théorème 2, hein, le premier c'était vraiment les bornes, etc. Donc qu'est-ce que je vais dire? Alors bon, je ne l'ai fait que dans L2. Ce que je viens de faire dans L2, on peut le descendre dans H-1. Hein, c'est-à-dire avoir le même résultat en remplaçant L2 par H-1, auquel cas on remplace H-1 par H-2. On peut le faire dans tous les LP, c'est exactement la même chose. Et en fait, on peut le faire dans tous les HSP. Donc je vais le signaler. Donc je vais mettre idem dans HSP pour 1 compris entre 1 et infini. Mais de façon à expliquer un résultat clairement, je l'expose comme ceci. Alors je vais peut-être mettre les n en haut et des zéros pour bien dire que c'est une condition initiale. Je suppose que les mn0 convergent faiblement dans L2 vers M0, ce qui, bien entendu, entraîne la borne. Je suppose, mes hypothèses, c'est que les yn 0, 0 pour la condition initiale, je le répète, ça c'est dans RK, tend vers y0. Alors, Mn converge vers M, donc dans l'étage au-dessous, Mny converge vers My, unique solution associée à M0 pour la condition initiale M0, Y0. Et unique solution dans L2. Hein. C'est à l'étage L2, évidemment, qui peut le plus, peut le moins. Elle est aussi unique dans H-1. Enfin, elle est unique dans H-1 et donc elle est unique dans L2. C'est dans ce sens-là qu'on peut dire qu'il peut le plus, peut le moins. Alors, la convergence est forte à l'étage en dessous, c'est-à-dire Mn, ce que l'on ne savait pas, hein, puisqu'on avait gelé le Y, c'est la démonstration que je viens de faire. Mn converge vers M fortement, hein, il y a toutes les flèches, dans L2. De toute façon, je ne vais pas parler de convergence faible, je vais écrire les informations. Donc, dans L2, alors là, c'est Tx oméga. Ouais. OK. Intersection en CL2.
Ct L2x h-1, L2 oméga h-1x, ça c'est la partie h-1. Elle est bornée dans, ben ça c'est uniquement les estimations de bornes dans L2, elle est bornée dans L2 T oméga H1x. C'est un peu pénible. Alors, là-dedans, la variable temporelle est la plus pénible, mais x et oméga, il faut être précis. Hein, on a vu pourquoi. Inter, c'était... Si les fonctions continues, parce que ça, je suis passé très vite là-dessus, j'ai en fait des trucs qui sont L infini en temps, à valeur dans les espaces. Alors, quand on a des EDPS et qu'on a, comme ceci, des estimations, de bonnes estimations, il y a des estimées générales probabilistes qui permettent de vous en déduire la continuité. Alors, il faut la continuité en temps. Ça, c'est lié à la continuité en temps des trajectoires. Vous avez un forcing derrière qui a quand même de la continuité en temps. Donc la continuité en temps des solutions d'équations différentielles stochastiques permettent d'obtenir des modules de continuité. Ce sont des estimations qui sont très pénibles, qui sont lourdes et qui ne présentent aucun intérêt et qui ne serviront absolument à rien. Donc c'est pour ça que je ne vais pas trop insister là-dessus. Donc pensez à l'infini si Ct n'a pas été complètement démontré. Donc Ct, alors j'étais en train de dire L2 de oméga, donc c'est L2 de oméga x, ok. Et l'histoire de convergence faible, on l'a trop dit comment, c'est que quel que soit G dans L2 de x, eh bien, qu'ai-je démontré? J'ai démontré que l'espérance de l'intégrale de mn moins m g au carré converge vers 0. Alors, ça reste une fonction du temps. Okay, elle est bornée par rapport au temps, et j'ai en fait des convergences uniformes, mais je ne vais pas m'embêter, je vais dire dans L2 en temps. En fait, c'est même uniformément. C'est le seul endroit où de maîtriser un peu de continuité temporelle joue un rôle minuscule. Donc voilà l'énoncé précis, démontré à 99%, en jetant un voile pudique sur le temps, mais on s'est déjà assez embêté avec les oméga et les x que je ne vais pas en rajouter une couche standard et qui est complètement séparée maintenant du reste, il n'y a plus de difficultés. C'est des techniques standards et de toute façon, dans tous les arguments sur les ETPS et tous les arguments qui nécessitent un peu de technique, dès que l'on parle de compacité des lois, il faut avoir des estimations par rapport à la variable temporelle. Donc ça, c'est le truc qu'on trouve dans tous les bouquins. Ok, allez, j'entame enfin la partie, je ne sais pas, 3 ou 4 du cours. Donc, qu'est-ce que... Oui, alors là, c'est même pas nécessaire, mais tu as raison, autant la prendre L2x oméga. Ça ne change rien à la démonstration que j'ai faite. Mais tu as raison, je pensais à la dépendance en X ici, mais évidemment, comme ça dépend de YT, c'est aussi un truc qui n'est pas totalement déterministe. Mais ça ne change rien à la démonstration. Parce qu'on fait une approximation dans L2 de oméga à valeur dans H1. La régularisation, c'est en X. Et donc après, c'est les mêmes estimations a priori qu'au soir. C'est absolument pareil. Mais c'est vrai, stricto sensu, j'en ai besoin. Donc une partie
Vous aurez compris qu'après 3, j'ai du mal à compter, ou que je ne sais pas si c'est 3 ou 4. Et vous connaissez très bien les différents systèmes pour compter. Et qu'un des systèmes utilisés il n'y a pas si longtemps que ça par certaines populations de l'océan Pacifique était 1, 2, beaucoup. Qui est un système qui est assez pratique et assez correct, hein, parce qu'au fond, 1, 2, ok, et ça correspond d'ailleurs, comme Stanislas Dehaene l'a bien montré dans ses expériences, à un câblage du cerveau qui est 1, 2. On reconnaît tout de suite. Alors, je ne sais plus s'il y a le 3 ou pas, hein, pardonnez-moi. Pardon ? 1, 2, pas beaucoup, beaucoup. Enfin, je peux vous donner la... Oui, alors ça, c'est ce que Stanislas Dehaene, moi je parle de ce qui était connu, je ne sais plus si en Nouvelle-Guinée, en Nouvelle-Papouasie, il n'y avait pas beaucoup et très beaucoup, il y avait beaucoup. J'ai fait ça en cours. Hein ? J'ai fait ça en cours, c'est la linguistique océanienne. Bon, peu importe. Vous avez compris le message, donc je pense que ce sera la section 4, mais j'en suis pas tout à fait sûr. Et ça n'a rigoureusement aucune espèce d'importance. Alors, donc, continuité des fonctions valeurs, mais auparavant, je vais écrire les équations de HJB. Et je vais le faire formellement. À chaque fois qu'on dit formellement, il y a une certaine ambiguïté, parce que le sens du vocable dans le langage courant, formellement, n'est pas tout à fait le sens que l'on utilise en mathématiques, puisque formellement en mathématiques, ça veut dire sans rigueur. Bon. Alors qu'au contraire, formellement est supposé être respecter les règles formelles. Mais en fait, qu'est-ce que ça veut dire formellement? C'est qu'on utilise les notations mathématiques sans justification d'une ligne à l'autre. Donc, quelque part, on respecte les règles formelles d'écriture des mathématiques sans respecter l'essentiel, qui est de faire quelque chose que l'on espère rigoureux. Alors, donc, les équations de HJB. Donc, on a un V qui est donné par ceci, et l'argument de la programmation dynamique de Bellman je ne vais pas, peut-être que plus tard, je le rappellerai dans le cours, mais qui correspond fondamentalement à dire que je vais quand même un tout petit peu l'écrire. Je vais dire que le y de m et de t, c'est un v de y de m et de t-h. T-h étant n'importe quel temps plus petit que t, c'est pour ça que je l'écris -h, mais h, ça peut être t sur 2, ça peut être un millionième de t, enfin bon, peu importe, c'est un h quelconque. N'importe quoi. Bon. Donc, l'argument de la programmation dynamique, c'est simplement de dire, imaginons que vous avez un point A et un point C, vous regardez tous les trajets qui vont de A à C, vous cherchez le trajet le plus court. Eh bien, pour le trajet le plus court, si vous prenez un point intermédiaire, le trajet issu, extrait du trajet le plus court entre A et C, si vous prenez un point intermédiaire, eh bien, cette portion-là est le trajet le plus court entre A et B. Et cette portion-là est aussi le trajet le plus court entre B et C. Parce que si vous pouviez faire mieux, vous auriez un autre trajet, par exemple, entre A et B, en concaténant, vous auriez un trajet globalement plus court.
Et la réciproque est vraie, c'est que si vous prenez le trajet le plus court entre A et B et le trajet le plus court entre B et C, vous avez le trajet le plus court entre A et C. Bon. Pardon? Oui, bon, c'est... c'est un tout petit peu plus compliqué que ça, mais bon. Donc, regardez, il y a une réciproque, mais elle est un peu plus compliquée que ça. Le point que je veux dire, c'est que vous gardez de... C'est pas exact ce que je veux dire. De A à B, c'est le temps qui va s'écouler entre 0 et H. On va faire comme si. Ça rendra au moins les choses plausibles. OK? Donc ça, c'est le coût qui correspond à aller de A à B en temps S. Et je ne sais pas ce que c'est. 0 à H, oui, c'est ça. En temps H. Il vous reste un horizon de T moins H. Là, il n'y a pas le temps, hein, donc c'est une question statique, mais vous comprenez l'esprit. Il reste le coût pour la partie de la trajectoire en laquelle on est arrivé. On est arrivé en quel point? On est arrivé en YH, on est arrivé en MH. OK? Et le temps qu'il vous reste encore pour l'optimisation, c'est T moins H. Parce que pendant un temps H, vous choisissez vos trajectoires, vous arrivez en un point. En ce point-là, vous dites, je prends la meilleure trajectoire possible par rapport au point où je suis arrivé. Donc ça, c'est une propriété, la programmation dynamique, ça ressemble aussi à une propriété de Markov. Hein, c'est un système globalement markovien. Voilà, donc c'est ça l'argument, le principe d'optimalité de la programmation dynamique. Et ça, c'est vrai, quel que soit H. Alors, c'est quel que soit H petit par rapport à T, donc inférieur à T, parce qu'on ne peut pas avoir des temps négatifs. Bon. Et donc, vous avez en fait, à partir d'une formule, une infinité de formules paramétrées par H, qui correspond à l'action d'un groupe additif, c'est l'addition des temps. Donc, lorsque vous avez comme ça des lois de conservation, le théorème de Noether, donc vous avez une équation que vous obtenez en regardant la dérivée des identités en l'élément neutre du groupe. L'élément neutre du groupe, c'est H égale à 0. Si donc Bellman, il ne pensait pas à des trucs aussi abstraits, évidemment, et il dit, ce qui est bien plus raisonnable, je vais regarder... je mets tout dans la même espérance. Je retranche c'est pas ça. Non, mais c'est... je répète, vous prenez la meilleure fonction coût, le coût le plus bas en le point où vous êtes arrivé. Et le point en lequel vous êtes arrivé, c'est YH, MH, et il reste le temps T-H. Pardonnez-moi. Et là, maintenant, c'est correct. OK. Donc, moins V de YH, MH, T-H.
J'ai mis de l'espace parce que je vais prendre le taux de variation. C'est la dérivation en h égale à 0. Hein. C'est un cas très très particulier du théorème des minoteurs. De 1 sur h, intégrale de 0 à h, de l'intégrale de f de x, ys, alpha s, ms. Et vous faites tendre vers h vers 0, et ce que vous obtenez, c'est à la fin, c'est l'équation de SJB. Alors, je vais maintenant écrire. Alors, là, hein, qu'est-ce que vous faites? Vous faites un développement limité, où vous écrivez la formule de Ito associée aux évolutions que vous avez ici. Je ne vais pas faire le calcul, on va le faire oralement. Vous voyez que déjà, vous allez avoir un dv sur dt. Ça, c'est passé de t à t-h. Vous allez ensuite avoir un dv sur dy qui s'applique à quoi? Donc, je mets un point pour dire dans quelle direction. C'est dans la direction des dy. Hein? C'est y moins yh. À part que y moins yh, c'est du mouvement brownien. Donc en espérant s'il n'y a pas de dv, mais on se souvient de Ito, que évidemment vous allez avoir un moins 1,5 de d2v sur d. Alors, je vais écrire les choses comme ça. Moins mu transposé kl d2v sur dyk dyl. Simplement, pensez à la formule de Ito de y à yh. Bon, je vais essayer de ne pas oublier de terme. Il y a une chance sur deux pour que j'en oublie là-dedans. Hein, mais bon, on va faire du mieux possible. De toute façon, je serai ramené à la réécrire à chaque cours, cette équation. Donc à la fin, je tomberai bien sur une équation correcte. Théorème des approximations successives. Alors, ça, c'est la partie en Y. N'oublions pas que dans la variation en Y, il y a du dB, et que dans la variation en M, il y a du dB. Donc, il y a un terme de corrélation entre les deux que je vais maintenant tout de suite mettre, sinon je vais l'oublier, qui est un terme en moins. On prend la partie dB de Y, je vais écrire... je ne vais pas mettre les indices pour que ça soit plus lisible, qui est un moins mu. Et je prends la partie en dB du M. D de gamma M plus HM. Et tout ceci, ça multiplie une dérivée seconde en V, en Y et en M. Voilà, ça c'est le terme de variation totale croisée entre le Y et le M. Alors, je vais tenter... Alors, je vais tenter de réécrire ça avec des indices, je ne vous les garantis pas totalement. Alors, je vais commencer par le H. Donc on comprend bien d'où sort ce terme. Ok, donc normalement vous avez un YK et vous allez voir un mu KL. Et un mu LK. Et c'est le L que l'on va répéter avec les indices qui vont venir du BL qui est ici. OK. Donc vous allez avoir un HLMM. Correct. Correct.
plus un dj de gamma L M. Je crois que c'est à peu près tout. Voilà, donc vous êtes en train de prendre les YK. Non, il m'en manque. Ah oui, gamma LK, voilà. Matrice gamma. Bon, je le fais à toute allure. Il y a peut-être quelques inversions d'indices, mais ça n'a aucune importance pour la suite. Donc vous pouvez à la limite les oublier, tous les indices. Alors là, on a fait la variation de Y et on a fait la variation dB de M. Et je vais le réécrire pour qu'on le voit sans indice, parce que là, c'est assez incompréhensible. Qu'est-ce qu'il reste? Bien, ce qu'il va rester, vous voyez que vous passez de M à MH, donc c'est un moins dV sur dm. Dans quelle direction? Ben, dans la direction, entre guillemets, de la partie déterministe du dm, c'est-à-dire cette partie-là, qui arrive avec un moins. Donc, moins par moins, ça vous fait plus. Et là, ce que vous avez, c'est un dj de AIJM plus un di de BIM. Alors, je ne suis absolument pas sûr de mes signes. Et il faut que je les reprenne. Alors, la dérivée en temps, c'est le bon signe. Alors, le terme de dérivée seconde, ça, il n'y a pas le choix. Alors, le dv sur dm, donc m moins mh sur h, c'est a priori moins la dérivée en temps, et moins la dérivée en temps. Ah ben oui, je voyais que ce signe était faux, parce que le signe où il était faux, c'était là. Sinon, ça serait une équation rétrograde de la chaleur. Donc, tout à l'heure, quand j'ai écrit la première équation, c'était faux. Et là, je savais que ce n'était pas le bon signe. Et donc, je vais mettre le moins ici. Et maintenant, cette équation est à 99% correcte, modulo peut-être les K et les L, l'ordre des K et des L. Hein, c'est la seule incertitude que j'ai là-dessus. À part qu'il faut être cohérent, si je mets un J ici, c'est un J là. Et si je veux faire les choses à peu près cohérentes, je vais mettre des J ici pour éviter d'avoir 36 indices qui apparaissent. Donc la seule incertitude que j'ai, elle n'est pas majeure, hein, c'est de savoir si c'est JK ou KJ. Alors, si vous prenez son matrices définies positives, si vous prenez la racine carrée, elle est symétrique, et donc c'est correct. Bon. Donc ça, c'est un détail. Donc là, j'écris les choses brutalement, sans me soucier de savoir si V est différenciable ou pas. Bon, on sait bien que pour les équations de HJB, il y a des problèmes de différenciabilité des fonctions de valeur. Je ne vais pas faire un cours sur la programmation dynamique et les équations de HJB. Donc, il n'y a aucune chance que ça marche comme ça, mais au moins formellement, le raisonnement de Bellman va nous dire que ça, c'est correct. Alors, je dis, c'est pas régulier, même si en Y, on peut s'attendre à avoir de la régularité, mais il y a le M qui est là, dans lequel, là, on va exploser. Et donc, là, je suis en train de gérer... ça, c'est une équation dérivée partielle standard, hein, c'est une équation... parabolique. Je mets de côté le terme de couplage parce que celui-là, il est déjà un peu bizarre. Et puis j'en ai quand même oublié. Hein. C'est que dans la dépendance en B du M, dans le dm, il y a du dB qui est là et là.
Et donc, j'ai parlé de la variation totale croisée. La variation totale en Y, il est là. La variation totale croisée, elle est là. Mais j'allais oublier la variation totale en M. Donc, c'est-à-dire une dérivée seconde. Et la dérivée seconde, donc j'écris les trucs moins 1,5 de D2V dm carré. Appliqué à quoi? Ben, appliqué à l'opérateur qui est ici, dj gamma ijm plus him. Deux fois. Et la répétition des i signifie qu'on somme sur les i. Voilà. Voilà l'équation de HJB dans le contrôle optimal de ce problème très général d'information partielle. D'ailleurs, il y a au moins 3 ou 4 férus d'équations posées sur les espaces de mesure de probabilité ici dans l'assistance. Ceci est un exemple pour lequel je réprouve totalement l'écriture de dérivées dans l'espace des mesures, dans lequel on écrit des intégrales explicites, etc., hein, comme un certain nombre d'entre vous le font, et j'ai co-signé des articles où on fait ça, au profit de dérivées directionnelles dans lesquelles on n'a absolument pas à réfléchir sur ce qui apparaît. Si on voulait commencer à mélanger ça avec des intégrales, ça serait absolument l'horreur. Tandis que là, c'est mécanique, on prend la direction dans laquelle on dérive. L'exemple des équations de Sakai montre que si vous voulez des écritures qui soient cohérentes, réfléchissez-y avant d'écrire les équations. Petite remarque au passage. Alors, le je n'entends pas. Le je n'ai pas compris. Ah, oui, donc il m'en manque encore. Là, je n'ai écrit que la partie et évidemment, lorsque je fais passer le 1, c'est parce que j'ai oublié de mettre le sup en alpha ici. Merci beaucoup. Donc le sup reste un sup sur alpha dans A. Alors, le dv sur dt, vous pouvez le laisser ou pas à l'intérieur, hein, puisqu'il sort. Après, dans tous les termes, il y a des dépendances en alpha. Hein. OK ? Y compris dans celui-là. Et évidemment, la dernière chose qui reste, c'est d'écrire l'intégrale de f de xy alpha m. Et cette fois, je referme le sup égal à 0. Bon, je vais réécrire ça de manière un peu plus compacte, hein, parce que ça, c'est... quand on voit ça, la réaction humaine, c'est de s'enfuir en courant. La condition, là, c'est une équation pour les t positifs, pour les y dans RK, pour les m dans l'espace dans lequel on choisit de travailler, un espace dans lequel laisser invariant par les dynamiques. Idéalement, on aimerait l'espace des mesures bornées, mais on a vu qu'on avait le droit de choisir L2, LP, HS, etc. HSP, etc. Et l'écriture ne dépend absolument pas de l'espace dans lequel on travaille.
C'est l'endormissement brutal. Du coup, tu en fais tomber ton stylo, c'est ça? Non, mais tu veux pas, si tu n'as plus de quoi écrire, comment tu vas faire? Ah, c'est le capuchon, c'est ça? Bon. C'est l'horreur de l'équation. Il y a encore... Ah non, mais c'est vous qui avez fait tomber celui-là, c'est ça. OK. Alors, finissons-en de cette équation. Essayons un peu de la réécrire. Et regardons un tout petit peu la structure de cette équation. La structure, c'est quoi? On commence par une partie parabolique avec un sub sur alpha, c'est l'équation de HJB du second ordre. On a des dérivés dans l'espace, comme on a des dérivés en Y, on a des dérivés dans l'espace dans lequel M vit. Il y a des dérivées secondes parce qu'il y a une partie stochastique, des dérivées secondes qui sont automatiquement, bien que l'espace soit de dimension infinie, ces dérivées secondes sont uniquement en un M donné, avec un nombre fini de dérivés. Pourquoi? Eh bien, la légis se répète, et là, les dérivées secondes que vous avez K directions, les K, c'est la dimension du B. Hein. Vous avez K directions, alors ce sont des directions qui font apparaître un opérateur au dérivé partiel d'ordre 1. Mais ça reste un drift, ça reste une direction particulière, un champ de gradient, un champ de vecteur, si vous voulez, dans M. Alors ce champ de vecteur est non borné, parce que c'est une équation au dérivé partiel, c'est un opérateur au dérivé partiel. Mais ça reste un champ de vecteur. Donc c'est comme si j'avais ici une somme finie de dérivées secondes en M dans K directions, des directions qui varient avec M, mais qui varient de manière un peu singulière parce que c'est un opérateur différentiel du premier ordre. OK. Ça, c'est cette partie-là. La fonction co est idéale. Et les autres dérivées secondes, je ne vais pas commenter celui-là qui est un mix des deux termes qui sont là, hein, du d2v sur dm2 et de l'opérateur dérivé seconde. Ça prend un peu des deux aspects. Mais par rapport à y, c'est une opération claire, et par rapport à m, il y a une seule dérivée en m. Et vous avez aussi une dérivée en m dans la direction qui est fondamentalement l'opérateur, représentant la diffusion de départ, hein, qui est cet opérateur-là, avec un drift qui est un peu corrigé à cause du travail de Gerssanov, etc., etc. Mais ça, c'est plus ou moins le générateur, avec un petit travail lié au fait qu'on s'est servi d'un changement de mesure. C'est essentiellement le générateur de la diffusion de départ. Et donc, c'est assez naturel qu'on dérive en M dans cette direction-là. Alors, à nouveau, c'est un champ de vecteurs, qui est un champ de vecteurs. Hein, en chaque M, on a une direction dans laquelle on dérive, et cette direction est une direction qui est simplement un peu singulière. Alors, si on veut réécrire de manière un tout petit peu plus synthétique que ceci, on va avoir un d sur dt. Le sup, on ne peut pas y faire grand-chose, hein, parce qu'il y a du alpha partout. Donc, je vais commencer par le moins dv sur dm. Alors là, je vais mettre plus parce que je vais lui faire appliquer un L étoile, M. L, c'est comme précédemment l'opérateur direct moins AIJ, DIJ, moins DI. Vous voyez, hein, le moins, il est dans le L, et donc dans le L étoile. Donc déjà, ça, j'en ai tenu compte. Ça, j'en ai tenu compte.
Quoi d'autre? Bon, le terme de dérivée seconde, cela me gonfle d'écrire ceci. Donc, bon, je vais l'écrire comme ceci. Moins trace, il y a un demi de mu transposé d2yv. J'élimine un peu les indices, hein, je fais un peu de ménage dans ces formules. Donc celui-là, j'en ai tenu compte. Moins un demi de d2v sur dm2. Bon, ben là, il n'y a pas grand-chose à faire. Je vais simplement l'écrire comme si c'était en oubliant les indices, gamma m plus hm. Donc on peut mettre un divergence ici, si on préfère. OK. Celui-là, j'en ai tenu compte. Et il me reste encore le terme supplémentaire, le terme de variation croisée, qui est en d2v sur dy dm. Et ça, je vais enlever tous les indices pour dire que c'est un mu hm plus divergence gamma m. Voilà. Donc, c'est cette équation, si je pouvais garder le tableau de semaine en semaine, c'est cette équation que je voudrais conserver et créer de manière un peu plus compacte. C'est la même équation, simplement j'ai viré tous les i et j et autres indices. On a une équation d'évolution qui est une équation du deuxième ordre, hein, il y a des termes de dérivée seconde en ym, qui est non linéaire parce qu'il y a un sup, mais on a une condition initiale qui est un v, et le v c'est quoi? Ben, c'est quand je prends la fonction q, hein, qui est là, ça veut dire que lorsque vous prenez h égale à 0, enfin c'est, voilà, j'ai plus écrit ça, l'intégrale de 0 à t elle disparaît, il ne reste plus que g qui est en ce point-là, et donc c'est uniquement l'intégrale de g. G qui dépend de x de y et de m de x. Alors vous voyez que c'est une forme linéaire. Hein. À nouveau, je le répète, on pourrait prendre des fonctions c'est une fonction de y et de m. On pourrait prendre une fonction qui, par rapport à m, n'est pas linéaire. Mais, en fonction de ce que j'ai dit, il faudrait que la dépendance en m soit bien fichue dans h-1 ou au moins continue pour la convergence faible, pour la topologie faible. OK, donc voilà achevé l'écriture de HJB sur laquelle maintenant on va se concentrer en essayant de s'amener. Donc la stratégie que je vais avoir maintenant, ça sera d'étudier les propriétés de la fonction valeur, c'est-à-dire la continuité. La continuité permet en fait de justifier à un certain sens l'équation, ce sens étant le sens des solutions de discrédité, mais ça je le ferai éventuellement, s'il me reste du temps, plus tard, parce que d'abord il faudra savoir en quel sens on prend l'équation. Et que ça, je vais le faire de manière itérative. Je vais introduire des idées pour voir comment faire marcher la question de l'unicité, parce qu'après tout, l'existence, on part avec une formule, on s'attend à avoir une solution, donc dans un premier temps, je peux oublier les questions d'existence. Même si on aimerait disposer de démonstrations directes de l'existence, j'y reviendrai. OK. Une fois qu'on a dit ça, eh bien donc je ne vais pas définir de sitôt en quel sens l'équation est prise. Néanmoins, on sait que l'on dispose d'un outil assez puissant pour interpréter
les équations de l'HJB, c'est les solutions de viscosité. Alors, je n'essaie pas pour l'instant de définir les solutions de viscosité de ces équations. Ça fera partie du travail que l'on va mettre en place progressivement. Il n'en demeure pas moins que pour les solutions de viscosité, la notion de régularité autour de laquelle tout s'articule c'est la continuité. Et donc, ça sera qui est centré, notion centrée. Ça ne veut pas dire qu'on est obligé de travailler avec des fonctions continues, mais c'est quand même le centre de cette notion sur les fonctions continues. Alors là, les fonctions continues, c'est quoi? C'est des fonctions continues en x et en y et en m. Bon, la continuité par rapport à y, il n'y a pas de souci. Bon, la continuité par rapport à m, là, c'est un choix de l'espace. Si le y est dans RK, le m, typiquement, on aimerait le prendre dans l'espace des mesures, mais honnêtement, on ne sait pas trop quoi en faire. Donc le m, là-dedans, on va pouvoir le prendre dans L2, dans H-1. Bon, je vais faire dans L2, mais on a compris qu'après, on pourrait faire dans LP, dans HSP, etc. Je répète toujours, P compris entre 1 et l'infini. Donc ça, je m'y attellerai la semaine prochaine. Je veux faire juste une remarque pour la situation la plus simple de contrôle robuste. Alors, quand je dis la situation la plus simple, c'est la situation donc de méconnaissance contrôle robuste, etc. C'est de dire qu'on ne connaît pas très bien le modèle, ou en d'autres termes, on ne connaît pas très bien la loi du processus d'état. On est néanmoins on se permet néanmoins de dire que ça c'est la version stochastique à la Hansen. On se permet des lois qui peuvent différer, de lois du processus d'état qui peuvent différer entre elles par des facteurs qui sont tels qu'elles sont toutes absolument continues les unes par rapport aux autres. Ça, qu'est-ce que ça veut dire? On peut toujours représenter cette dérivée de Radon-Nicodim, c'est de la représentation de martingale, par un terme de Gersanov, c'est-à-dire par quelque chose, vous pouvez aussi démarrer et oublier tout ce que je viens de dire, et vous dites, on rajoute dans l'équation de départ un plus bêta. Alors, je le mets au niveau du x. Mais on pourrait le mettre aussi au niveau du y, ça ne changerait absolument rien, si ce n'est qu'au lieu d'avoir uniquement un terme d'ordre 2 ici, vous auriez des termes d'ordre 1, ça c'est facile. Donc je vous l'ai déjà indiqué, on a écrit dy égale mu db, j'aurais pu mettre un drift là. Bon, ça peut être un drift de méconnaissance, auquel cas vous verrez comment il intervient. Alors une fois qu'on fait ce calcul-là, ça veut dire que dans l'équation, vous allez avoir un terme supplémentaire qui est un dv sur dm. Dans la direction, c'est la même chose que le b qui est là.
Le B qui est dans le L étoile. Donc, c'est dans la direction D de bêta M. OK? Donc, si vous le rajoutez ici, alors le bêta, on peut peut-être le sortir du sub. Dans un premier temps, on peut dire que les méconnaissances ne sont pas contrôlables. Donc, il est assez logique de dire que c'est un dV sur dm, dans le sens de moins si on va être absolument rigoureux. Dans la direction D, c'est la divergence de bêta M. L'exemple le plus simple, c'est de dire, les bêtas, je ne sais pas ce que c'est. C'est comme si j'avais un joueur qui jouait contre moi. Et mon évaluation, ça sera le mieux que je puisse faire, étant donné que l'autre va essayer de faire de son mieux pour que je gagne le moins possible. Et donc, une manière de dire les choses, c'est que je prends un bêta ici, qui est majoré par une certaine taille R0. Alors, bêta, c'est un champ de vecteurs à valeur dans Rd, hein, c'est la dimension des espaces de X, des X. Et donc, ce que vous allez avoir ici, c'est vous maximisez, mais regardez le pire cas, c'est mettre un inf ici, sur tous les bêtas, qui sont évidemment des fonctions dans L', telles que bêta dans L' est inférieur à R0. Voilà ce que ça change. Un premier exemple, le plus simple de dire que toute la méconnaissance, c'est de ne pas connaître exactement l'équation. Et ne pas connaître exactement l'équation, si vous dites néanmoins que toutes les déformations de la loi sont absolument continues les unes par rapport aux autres, ça revient à faire quelque chose comme ça. Ce qui change un peu la nature, ça reste toujours une équation d'HJB ou une équation sur laquelle on peut essayer de faire les solutions de viscosité. Elle n'est pas fondamentalement différente, ce terme-là, il n'est pas fondamentalement différent, puisque rappelez-vous, dans le L étoile, vous avez du B qui dépend de alpha, et vous avez ici, et vous prenez une maximisation sur alpha. Bon. Alors ça, c'est un terme beaucoup plus semblable à ce que l'on rencontre dans d'autres problèmes sur l'équation de HJB sur l'espace des mesures de proba, comme Dodin dans son séminaire nous en parlait, ou comme Charles nous en parlait dans son cours PECO il y a quelque temps. Mais il n'y a pas de différence de nature fondamentale. À ceci près que les techniques qui s'appliquent sur des trucs comme ça, dans l'espace des mesures de proba, dans l'espace des mesures complets, c'est déjà un peu plus compliqué, étant donné en plus que les mesures peuvent se rapprocher de zéro, etc. Bon. Il y a une diffusion à cause du dB dans les mesures qui fait qu'on peut se rapprocher de zéro, on n'a pas de borne par-dessous, c'est compliqué. Donc on est vraiment dans l'espace des mesures, elles sont positives, mais bon. Et quand on a beaucoup de dérivés, il faut le plus possible ne pas avoir trop de singularité dans le problème. Donc, comme je l'ai dit, on plonge ça dans L2, on plonge ça dans des techniques, et du coup, même si on a l'habitude de rencontrer des opérateurs, même plus compliqués que celui-ci, dans l'étude des équations de HJB sur l'espace des mesures de proba, c'est des techniques qui ne s'étendent pas, en tout cas, on ne sait pas comment à l'heure d'aujourd'hui, à des mesures quelconques ou simplement des fonctions. Donc, on va vraiment travailler dans L2 et on va oublier un peu, malheureusement, ce que l'on a appris à faire là-dessus. Donc, je commencerai. Qu'est-ce qu'on va faire? La semaine prochaine, on va faire la continuité. On a fait l'essentiel du boulot.
Parce qu'on a compris ce qui se passait quand on bougeait un peu les conditions initiales, les YN et les MN. On sait comment réagit l'état du système, hein, c'est-à-dire le couple YM. Et donc, dans la formule que j'ai effacée, on verra la continuité. C'est-à-dire on aura la continuité de la fonction valeur. Bon. Je mettrai de côté le fait que la fonction valeur étant continue, on peut essayer de dire qu'elle est solution de viscosité, mais comme je ne sais pas encore très bien quel sens je vais donner aux solutions de viscosité, ça attendra. Et ce que je commencerai à faire, c'est des tentatives de démonstration de l'unicité. Formelles au démarrage et de moins en moins formelles en rajoutant des couches. Et à la fin, on aura une démonstration complète. C'est quand même l'objectif du cours. De façon à voir apparaître la définition non pas comme tombant du ciel, mais étant petit à petit introduite dans le cours. Il va y avoir une difficulté. Outre le fait que ça soit en dimension infinie, qu'il y ait des opérateurs différentiels dans tous les cas, ça c'est la difficulté qui saute aux yeux. Il y a une autre difficulté, qui est que les deux variables, y et m, ne sont pas sur le même plan. Et on l'a vu dès la continuité. Et donc ça veut dire que dans les démonstrations usuelles de solutions de viscosité, il va falloir le plus possible tenir compte de cela. Alors pour les experts, dans le doublement de variables, il ne va pas falloir les faire à la même vitesse en y et en m. Donc il y aura plusieurs paramètres de dédoublement des variables. Et ça provient réellement du fait que le y, il apparaît dans les coefficients des opérateurs des dérivées secondes. Bon, donc tout ça pour dire, c'est qu'il y a du boulot, hein, et qu'on va le faire petit à petit. L'introduction du y en plus, quand on écrit au démarrage les équations, on se dit ça ressemble beaucoup à l'équation de Sakai, ok, on a un couplage en y. Puis quand on commence un peu à ouvrir la boîte, on se rend compte que c'est vraiment compliqué. Donc, tout ça pour dire qu'on va faire ça. Il y a des moments où je vais enlever le couplage en Y pour qu'on comprenne d'où sortent les choses. Et puis, après, je le rajouterai, et puis on fera une couche supplémentaire. Donc, je ne vais pas du tout faire une démonstration à la française, hein, où on vous balance comme si où on connaît la réponse d'avance et on écrit les trucs et puis après on vous balance la démonstration jusqu'à ce que mort s'en suive. On va essayer plutôt de découvrir ensemble, en avançant, la notion même de solution qui permet de résoudre les équations qui sont là-bas. Bon. Alors, rassurez-vous, je ne vais pas faire de la pédagogie au sens où on l'entend dans la non-éducation actuelle, hein, ce qu'on appelle nationale, qui consiste à dire, mes amis, on va découvrir ensemble le cours, on va commencer par des activités, éventuellement un jeu, avec des tableaux de couleurs. Bon, c'est pas que je trouve que ça soit idiot, si, je trouve que c'est idiot, mais ça c'est une autre paire de manches, mais c'est surtout que je suis incapable de faire des jolis tableaux en couleur. Donc, même si je voulais, je ne pourrais pas. Mais néanmoins, on va apprendre progressivement. Et ce qui correspond à la manière dont on fait des maths. Hein. Des fois, on a la chance de tomber sur la démonstration d'un coup, mais quand c'est un gros théorème, il y a des approximations successives, on comprend un petit bout, il reste des petits bouts, certains petits bouts sautent, d'autres pas, des fois il faut recommencer à zéro. Ce n'est pas un processus linéaire. Hein. Et le plus souvent, on n'y arrive pas. Mais ça, c'est une autre histoire.